Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission C'est politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Petit-Bourg, mais aussi nous avons notre invité qui est président de la CANBT. Il est aussi premier vice-président du conseil régional. Je veux parler de Guy Losbar, qui est avec nous en plateau ce soir. Guy Losbar, bonsoir et merci d'être avec nous. Voilà donc, ce soir, nous prendrons un petit peu plus de temps pour ouvrir l'antenne et donner la possibilité aux téléspectateurs de vous poser quelques questions, donc des questions courtes, précises, pour que nous puissions bien avancer au sein de cette émission. Guy Losbar, comme à l'accoutumée, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez en début d'année à cette émission politique, donc ça sera l'occasion pour vous d'adresser vos vœux à la population guadeloupéenne. Déjà, merci de cette invitation et puis je voudrais adresser à l'ensemble des Guadeloupéens mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous savons tous que 2020 a été une année particulière où beaucoup d'entre nous ont perdu donc leurs proches, où certains ont perdu leur entreprise. On sait très bien que pour beaucoup aujourd'hui encore, il est difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Tout ce que je puisse espérer, c'est que cette année puisse être meilleure. Et puis, comme nous sommes dans un contexte de crise sanitaire, comme on le sait, c'est surtout la santé que je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d'entre nous. Et que, quelles que soient les entreprises, malgré un environnement hostile, quels que soient les projets, qu'ils puissent aboutir et réussir pour qu'en fin d'année 2021, en tout cas, nous ayons vécu une année meilleure que celle de 2020. Voilà, donc une année meilleure. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut espérer? Comment on doit se positionner après une année aussi difficile que celle de 2020? Je suis quelqu'un d'optimiste. Et ce matin encore, j'expliquais que pour moi, demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Et quelles que soient les circonstances, il faut qu'on puisse avoir cette conviction et il faut qu'on puisse avoir l'audace de l'espoir pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui avons cette possibilité de pouvoir changer les choses, de pouvoir modifier les choses. C'est mon discours, ce sont mes valeurs, mes principes. Chacun, quel que soit son niveau, il doit pouvoir être acteur, apporter sa contribution. Et quelles que soient les circonstances, on ne doit jamais subir un événement, subir une situation. Et malgré le fait que les circonstances puissent être les plus difficiles possibles, cela crée toujours des opportunités qui nous appartiendra de saisir. Alors, est-ce qu'en ce début d'année, votre priorité, c'est de vous faire vacciner contre le Covid? Enfin, aujourd'hui, il y a toute une campagne pour la vaccination, puisqu'on a entendu que cela va pouvoir permettre d'immuniser le plus grand nombre de la population. Et forcément, quel que soit le citoyen, il doit pouvoir se questionner et se poser la question, dois-je me faire vacciner ou pas? Alors, la population dit que les élus doivent donner l'exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, pas spécialement pour le vaccin, puisque de par ses convictions, de par ses prises de position, lorsqu'on fait un choix politique, on doit pouvoir l'assumer et être en parfaite adéquation avec ses principes. Concernant donc le vaccin, ça peut avoir un caractère beaucoup plus individuel, plus personnel, et donc c'est ce bémol que je pourrais mettre en avant. Est-ce que vous êtes pour vous, personnellement? Hier, j'expliquais, et en toute transparence, je disais que le matin, je suis pour, l'après-midi, je ne suis pas forcément pour. Il y a encore cette hésitation, mais comme je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui sait analyser les situations, le choix sera fait tôt ou tard. Voilà, alors maintenant, parlons d'une actualité, le carnaval en cercle fermé. Alors, est-ce que... déjà, les groupes carnavalesques sont un petit peu mitigés sur la chose. Alors, pas plus de 50 personnes dans ces cercles au niveau des groupes. Alors, pour les répétitions, pour échanger, pour qu'il n'y ait pas de vide, ce sont les décisions qui ont été prises, mais pas de déboulé, pas de défilé. Est-ce que vous comprenez cette prise de position du préfet? Il est vrai que crise sanitaire, situation particulière,
On a connu au mois de septembre des pics, voire octobre, et on a vu quelles pouvaient être ces conséquences pour la population, mais aussi pour l'activité au quotidien. Lorsqu'il y a eu ce reconfinement au niveau national, voire même tout près de chez nous en Martinique, nous étions tous très satisfaits que cela ne puisse pas se faire au niveau de la Guadeloupe. Donc ce qui nous oblige à continuer à respecter les mesures barrières, la distanciation, ce qui nous oblige aussi à éviter les manifestations qui pourraient devenir des clusters ou en tout cas qui pourraient permettre une propagation du virus, puisque vous et moi, nous entendons tous les jours quelles sont les conséquences en Grande-Bretagne, quelles sont les conséquences aux États-Unis, au Brésil ou encore en Irlande. Je donne un certain nombre de pays où c'est marqué. Donc, il y a ce juste équilibre entre les valeurs culturelles, les valeurs patrimoniales, puisque le carnaval, c'est quelque chose, c'est une activité, en plus c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est toute une période et qui permet aux différents groupes et au-delà de l'aspect social, de l'aspect culturel, il y a un aspect social que je voudrais dire, mais je pense que cette année, en 2021, on doit pouvoir tout de même rester responsable et éviter donc des manifestations, des déboulés comme cela se faisait traditionnellement, et il nous appartiendra d'être inventifs, d'inventer d'autres formes d'expression, d'autres manières de garder notre patrimoine, garder notre tradition, tout en se protégeant et en protégeant les autres. Pourtant, pour le mois de février, la Guadeloupe demeure une destination prisée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre les deux? Enfin, un paradoxe. Comme je disais, quelles que soient les manifestations, quelles que soient les activités, on doit toujours pouvoir mettre en avant le respect des mesures barrières, distanciation, masque, tout ce qu'on veut. Il est vrai qu'il y a eu un questionnement, fallait-il ouvrir les portes pour que les touristes puissent venir? Mais on sait très bien que la Covid, cette crise sanitaire, on voit l'aspect médical, on voit l'aspect santé, mais il y a un aspect social, économique grave. Depuis, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés. On sait que même quand vous n'avez pas perdu vos emplois, mais vos enfants qui font des études ont des difficultés de pouvoir trouver soit des jobs pour leur permettre de financer donc leurs études. Concernant donc le tourisme, c'est l'un des principaux boosters de l'économie. Donc il était tout à fait normal, en quelque sorte, que cela puisse permettre de reprendre, de relancer l'activité économique et d'éviter que nous ayons une crise sociale, une crise économique très grave. Mais en même temps, on ne peut pas reprendre les activités comme si nous étions en 2019 ou en 2018. Et c'est pour cela que même s'il y a donc une réalité économique à tenir compte, on ne peut pas s'écarter donc de cette crise. Donc c'est pour ces raisons, je dis, il faut toujours un juste équilibre. On ne peut pas être très puriste, pas de touristes. On ne peut pas non plus dire que les touristes puissent venir en masse et n'importe comment sans qu'il y ait un certain nombre de protections et de mesures pour s'assurer qu'au moins ceux qui viennent sur notre territoire ont été testés négatifs, comme cela se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui. Nous avons déjà des appels, mais patientez quelques instants puisque j'ai encore quelques questions à poser à notre invité. Guy Losbar, les élections régionales et départementales arrivent à grands pas. Alors, apparemment, vous savez, beaucoup de propos circulent sur ces élections. Apparemment, il y aurait un ticket Chalus-Losbar pour les régionales. Vous savez, la dernière fois que j'étais ici, vous m'aviez demandé si j'étais candidat au régional. Ensuite, après, vous m'avez demandé si j'étais candidat au départemental. Aujourd'hui, vous me dites qu'il y a un ticket. Je reprendrai les mêmes propos en tant que président de Guadeloupe Unie. Vous comprenez parfaitement que les élections départementales et régionales, ce sont donc des élections qui ont un enjeu communal, un enjeu régional et voire national. Nous avions une réunion du comité directeur il y a de cela 2 jours. Nous avons eu l'occasion de débattre puisque c'est la démocratie, c'est l'échange, la discussion qui permet de déterminer donc des décisions et par la suite des stratégies. Donc je mettrai les mêmes propos. Depuis 2015, nous fonctionnons dans une majorité régionale. Guadeloupe Unie a toujours été loyale dans ses choix, loyale dans son fonctionnement, loyale dans ses soutiens.
En temps voulu, nous aurons une convention. J'avais dit la dernière fois au mois de novembre, mais la crise a empêché. Nous aurons une convention au mois de mars. Et à ce moment-là, Guadeloupe Unie prendra son positionnement aussi bien pour les élections régionales, aussi bien pour les élections départementales. Pour prendre les décisions? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui font l'actualité, qui nécessitent qu'on puisse s'impliquer totalement lorsqu'on est élu, et puis chaque chose en son temps. Mais l'essentiel, c'est qu'au sein donc du parti, que nous puissions en discuter. Et avant tout, nous avons beaucoup de nouveaux maires. Nous-mêmes, nous sommes impliqués dans le cadre des EPCI avec les différentes compétences. Mon souhait, c'est surtout que chacun, en tant qu'élu, assume totalement jusqu'au dernier moment, sachant très bien que le temps sera là pour mettre en place les différentes stratégies. Et aujourd'hui, la principale préoccupation de la population, c'est comment lutter par rapport à la Covid, comment lutter par rapport à l'eau, et en sachant que les élections se feront peut-être en juin, peut-être en septembre ou peut-être encore plus tard. Vous avez dit le mot loyauté et on peut y mettre... responsabilité, oui, et indépendance. Donc vous rajoutez responsabilité et indépendance. Oui, puisque nous sommes un parti, effectivement, quand je dis ce thème, donc un parti qui prend ses décisions en fonction donc d'une situation, en fonction donc d'une réalité, et le meilleur choix, ce qui est important, c'est le meilleur choix pour la Guadeloupe. Vous savez lequel? Vous êtes un rompu de la politique sur ce choix pour la Guadeloupe. Oui. Enfin, vous avez une petite idée du meilleur choix pour la Guadeloupe? Mais de toute manière, c'est au quotidien, il m'appartient d'agir pour faire en sorte que le choix que nous prenons à travers les différentes décisions, en tant que maire ou au niveau de la région, soit le meilleur pour la Guadeloupe. D'ailleurs, depuis quelques mois, j'ai lancé cette initiative, cette pensée, Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Et ma très grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, régulièrement, quels que soient les acteurs politiques, quels que soient les bords politiques, c'est cette notion qui est mise en avant. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, nous sommes conscients qu'il faut beaucoup plus de marge de manœuvre pour le pays, qu'on soit politique, mais même qu'on soit chef d'entreprise ou simplement acteur économique ou culturel. Il y a cette volonté qu'on puisse pouvoir penser Guadeloupe et agir en Guadeloupe, dans sa façon de se consommer, dans sa façon de créer, si on est un artiste, si on est un peintre, en fait, etc. Mais aussi, quel que soit dans sa famille. Et au-delà des grands dogmes politiques, des grands principes idéologiques, ne serait-ce que ce réflexe, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, nous permet à ce que chacun, qu'on soit élu, homme politique comme moi-même, ou encore qu'on soit un chef d'entreprise, ou alors qu'on soit simplement un salarié ou un agent d'une collectivité, que nous ayons cette démarche dans notre action, cette possibilité de pouvoir toujours agir en guadeloupéen. Alors, le préfet sur ce plateau même a dit qu'il prenait à bras le corps le problème, la problématique des communes, des collectivités, et il disait qu'il avait décidé, que l'État avait décidé d'aider 12 collectivités. Est-ce que la vôtre en fait partie? 12 collectivités, non, en fait, tout dépend. On sait qu'il y a un certain nombre de communes qui ont des difficultés au niveau, dans la gestion, dans les résultats financiers. Il est vrai que cela nécessite un accompagnement. On a eu quand même 16 ou 15 maires, de nouveaux maires, donc qui vont amener d'autres politiques, d'autres modes de gestion pour que les choses s'améliorent, puisque c'est très important, puisqu'il y va de notre crédibilité. Notre crédibilité et aussi des marges de manœuvre que vous pouvez avoir, puisque lorsque votre budget est réglé par le préfet, vous n'avez pas ces marges de manœuvre. Lorsque vous n'êtes pas en situation financière saine, vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir développer votre ville ou votre territoire, et vous n'avez pas cette crédibilité auprès donc des partenaires. Il est très important que, quel que soit l'élu, quel que soit le niveau de collectivité, que nous ayons toujours cela en tête. Et aussi, c'est un élément pour se faire respecter aussi bien par l'État et par même au niveau de nos administrés. On peut quand même dire que que votre commune n'est pas en difficulté, donc il n'y a pas besoin d'être aidé.
Enfin, je suis maire de Petit-Bourg, donc la commune n'est pas en difficulté. Quand je dis nous n'avons pas un compte administratif négatif, puisque nous l'avons voté les 2 dernières années avec un excédent très important. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas être aidé, puisque la Guadeloupe, d'une manière générale, est en sous-développement, en sous-équipement par rapport à d'autres territoires. Si on prend quels que soient les ratios, le nombre d'équipements sportifs, le nombre d'équipements culturels, le nombre d'équipements économiques, donc qui nécessitent qu'il puisse y avoir tout un ensemble donc, de plans pour accompagner les collectivités, d'autant plus que la commande publique représente un élément très important pour booster l'économie au niveau de la Guadeloupe. Donc c'est en ce sens que quelle que soit la commune, qu'elle soit en situation de déficit ou en situation financière saine, il y a les différents concours qui doivent pouvoir se mettre en place. Si c'est une commune, avec le département, avec la région, avec l'État ou voire l'Europe. Voilà. Maintenant, Guy Losbar, concernant la communauté d'Aglo, est-ce que les difficultés rencontrées aujourd'hui par le maire du Lamentin posent quelques problèmes à votre niveau, ou est-ce qu'on peut dire que c'est indolore, ça n'a pas de répercussions sur la communauté? Donc, vous parlez de deux choses, du Lamentin et de la communauté d'Aglo. Donc, il appartiendra au Lamentinois. Le maire fait partie de cette communauté. Il appartiendra au Lamentinois de pouvoir décider par rapport à la question purement politique sur le Lamentin concernant la communauté d'Aglo. Comme vous le savez, depuis le mois de juillet, il y a une nouvelle majorité. J'ai eu l'occasion de m'exprimer quelle était la situation et quelle était aussi notre volonté, c'est de pouvoir rétablir un climat de confiance, c'est de pouvoir rétablir une administration forte, c'est de pouvoir rétablir une situation financière saine. Et lors des derniers jours, vous avez entendu au niveau de la Chambre régionale des comptes que le compte administratif est déficitaire. Et que le budget qui a été voté en 2020 n'était pas équilibré. Mais aujourd'hui que je suis le président, il m'appartient d'apporter des solutions, de réparer cette situation. J'avoue que je savais qu'il y avait des difficultés, mais pas aussi prononcé au-delà même de l'aspect financier, c'est surtout concernant l'administration, cette volonté qu'il puisse y avoir une équipe. Parce que quelle que soit la volonté que vous pouvez avoir en tant qu'élu, si vous n'avez pas une administration forte, les choses ne pourront pas avancer. J'ai eu l'occasion de donner 2 exemples. Le personnel n'étant pas évalué depuis 6 ans, donc c'est un signe. Les bâtiments de la CNBT n'étaient pas assurés. Là aussi, ce sont des signes. Et puis, il y a tout un ensemble de schémas, de règlements intérieurs, de procédures d'utilisation des véhicules. Enfin, il y a tout un ensemble de choses que nous sommes en train de mettre en place parce qu'il faut créer les conditions pour que nous puissions entrer dans une démarche de développement. Notre volonté, c'est qu'en 2021, que le budget qui sera voté puisse être équilibré, puisqu'à partir du moment où c'est le préfet qui règle votre budget, vous n'êtes pas tout à fait maître chez vous et tout le monde connaît mes conceptions politiques, mes convictions politiques. Je suis pour une responsabilité locale, donc en aucun cas un élu qui a subi le suffrage démocratique, c'est lui qui doit assumer la gestion de son territoire, de sa commune ou de sa collectivité. Alors je reviens, permettez, est-ce qu'avec le maire de Lamentin, tout se passe bien? Est-ce que vous travaillez en bonne intelligence? Mais dès lors que j'ai été élu, quel que soit ce qui avait été dit ou fait, j'ai l'occasion de dire que je vais travailler avec tout le monde. J'ai un bureau composé donc de 11 vice-présidents et pour lesquels je donne une large délégation pour qu'il puisse y avoir cette communion, cette cohésion. J'ai annoncé que nous aurons une réunion de bureau tous les 15 jours et depuis, nous avons une réunion de bureau tous les 15 jours et l'ensemble des membres sont présents. Le maire du Lamentin n'est pas au bureau, mais il y a le premier adjoint du Lamentin qui est, enfin ce matin encore. Nous avons travaillé, nous avons pu travailler ensemble, puisque moi, je pars du principe que une fois que vous avez été élu, il vous appartient de tout mettre en place pour que les choses puissent aller mieux. Si j'ai pris cette responsabilité d'être président,
c'est parce que j'ai pu faire un constat et aujourd'hui, mon souhait, c'est que les choses soient meilleures, que les conditions soient réunies, que la CNBT redevienne un territoire de haute qualité environnementale et surtout un territoire de développement. Notre pays a besoin de développement, notre pays a besoin de projets, notre pays a besoin d'activités et c'est le rôle d'un politique de pouvoir mettre en avant tout cela, en tout cas de créer les conditions et c'est ma conception des choses. Le fait que les élections doivent être faites au Lamentin, ça ne peut pas impacter sur la communauté. Non, ça n'aura pas un impact. Il est vrai que c'est sur le territoire. Après les élections, c'est autre chose. En tant que président de Guadeloupe-Unie, c'est tout à fait normal dès lors qu'il y a une élection sur un territoire que nous soyons concernés. Donc nous aurons l'occasion d'apprécier cela. Mais c'est deux aspects différents par rapport à la gestion quotidienne de la CNBT. Et je l'ai annoncé, puisque nous avons été victimes pendant 6 ans, on a été complètement écartés, donc il ne m'appartient pas de refaire ce que moi-même j'ai eu l'occasion donc de reprocher. Voilà, nous sommes arrivés donc presque au terme de la première partie de cette émission. Nous récupérons un appel, mais je garde pour la suite ce dossier de l'eau, cette structure unique de l'eau qui fait encore couler beaucoup d'encre avec cette venue du ministre. Et puis il y a eu aussi les parlementaires qui se sont parés de ce dossier. Donc nous ferons un petit peu un état des lieux de tout cela et nous verrons comment vous vous positionnez par rapport à ces différentes interventions et surtout par rapport à cette pression qui est mise sur les élus concernant cette structure unique. Alors nous récupérons peut-être un appel, nous allons récupérer la question et nous marquerons ensuite une courte pause pour revenir au sein de cette émission. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Votre question, s'il vous plaît? Bien. Ben, nous marquons cette pause et nous reviendrons avec ce téléspectateur d'ici quelques instants. Voilà donc en cette deuxième partie d'émission, nous revenons avec vous au sein de cette émission politique avec Guy Losbar, maire de la commune de Petit-Bourg. Il est aussi premier vice-président du conseil régional et président de la CNBT. Donc des appels avec des questions courtes et précises et puis nous aborderons un sujet important, celui de l'eau. Nous avons déjà un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui. Bonsoir monsieur le maire de Petit-Bourg. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Allez-y. Voilà. Je suis contente de tomber sur monsieur Losbar parce que j'ai une question qui me tient à cœur. Il se trouve concernant le transport, j'ai cru comprendre d'après le conducteur, l'après-midi, il faudrait appeler directement au régie, c'est-à-dire au CANBT, pour pouvoir avoir un minibus l'après-midi. Et voilà. Et à notre grande surprise, parce que la personne qui est censée appeler est prioritaire. Donc, si nous sommes sur la route, par exemple, pour aller à Castel, je suis du Lamentin, pour y aller, par exemple, à Blachon, il ne passera pas à Blachon. La personne qui a appelé sera prioritaire, c'est-à-dire il va filer direct à Castel et pas à Blachon. Voilà. Mais sinon, je voulais dire au maire que voilà, je trouve quand même que c'est un maire qui est assez sérieux, qui garde l'esprit critique. Et s'il y en avait beaucoup comme ça, ce serait bien. Alors voilà. Bonne soirée. Sinon. Merci madame. Merci madame. Effectivement, vous avez raison. Il y a beaucoup d'insatisfaction dans l'actuelle organisation du transport sur le territoire de la CNBT. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas suffisamment desservis et aujourd'hui, c'est vraiment pas une satisfaction. C'est d'autant plus pénalisant que c'est en quelque sorte le transport qui génère ce déficit dont on vient de parler dans le cadre du compte administratif, puisque
le compte administratif de la section transport était déficitaire, donc de 9 millions d'euros, sans pour autant qu'en face, nous ayons de cette satisfaction. Donc, dès notre arrivée, il y a une commission qui a été mise en place sous la présidence d'Adrien Baron et qui très tôt a pu faire l'analyse avec la commission, avec les administratifs pour apporter des modifications. Mais ce que je voudrais dire, actuellement, nous sommes en train de travailler un peu beaucoup à l'initiative du président de région également sur qu'on puisse avoir une agence de transport unique. Au-delà donc des problèmes d'eau, on sait qu'il y a ce problème de transport sur l'ensemble du territoire. Et quand quelqu'un ne peut pas se déplacer pour arriver à son travail, ou ne serait-ce que des activités culturelles qui ne peuvent pas se mettre en place, cela, c'est un frein au développement, c'est un frein au dynamisme de territoire. Donc nous sommes en train de travailler sur cela. Dans les jours à venir, il y aura des rencontres entre la SMT avec les différentes communautés d'agglo. Et il me semble que le président de région a convoqué une CTAP pour le mois de février, de manière à ce que nous ayons une réflexion globale sur cela et que les bus qu'aujourd'hui qui fonctionnent dans le territoire centrale puisse également aller sur Goyave, sur Petit-Bourg et permettre sur le Lamentin, voire jusqu'à Pointe-Noire, et que nous n'ayons pas ces différents manquements. Donc je voudrais vraiment rassurer madame, cela ne pourra pas se résoudre immédiatement cette semaine ou le mois prochain, mais il y a tout un ensemble de réflexions pour qu'à terme, nous ayons un transport plus performant et avant même d'atteindre cet objectif, pour qu'il y ait une nette amélioration par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Merci Guy Losbar. Deuxième appel et ensuite, nous irons sur la question de l'eau si elle n'est pas posée maintenant. Bonsoir, vous avez la parole. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Je souhaiterais poser une question à M. Guy Losbar. Allez-y. J'habite Petit-Bourg. Allez-y. C'est sur l'assainissement à Petit-Bourg. À savoir, à 2 pas de la mairie, il y a une station d'épuration qui coule. Encore plus loin, au niveau de la route du lycée, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que la population doit attendre? Parce que c'est pas normal que dans un bourg, qu'il y ait de l'eau qui sorte. C'est pas normal. Merci, donc, monsieur. Bon, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que la population doit attendre. Merci monsieur. Merci. Vous avez parfaitement raison, c'est pas normal que dans un bourg, il y ait une telle situation. Je dirais même c'est dramatique qu'il y ait une telle situation et cela constitue un frein par rapport au développement de la ville. Il faut savoir que l'assainissement, c'est une compétence des communes qui ont été transférées. C'est le SIAG qui a cette compétence pour l'assainissement. Et compte tenu de la situation, il y a eu une demande au niveau donc, du SIAG qui est que nous puissions intervenir sur l'assainissement dans ce secteur. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'eau, mais le principal problème, et pas seulement sur le Nord-Bastère, au niveau de la Guadeloupe, c'est l'assainissement. Il y a eu du développement sans pour autant que toutes ces mesures soient prises en considération. Il y a eu des stations d'épuration qui ont été créées, qui ont été livrées, sans pour autant que les entretiens nécessaires ont été réalisés. Et on trouve cette situation en plein centre-bourg. Nous avons eu à faire tout un ensemble d'interventions, des réparations, mais qui ne pourraient correspondre. Aujourd'hui, pour régler le problème qu'évoquait monsieur sur tout près de Sao et à la rue Félix Eboué, il faut refaire la station, réparer la station d'épuration qui se trouve à Saint-Jean. C'est 1,1 million qui ont été consacrés. Nous l'avions intégré dans le cadre du plan, ce plan de relance au niveau de la Guadeloupe, parce que l'assainissement, c'est un secteur qui peut être financé. Et dès 2021, nous commencerons les travaux. Là, c'est plus au niveau donc, de la CNBT. Nous commencerons les travaux pour permettre la réparation de cela. Nous avons dû également intervenir dans la zone de Sainte-Rose, également, notamment dans la zone de Laboucan, pour pouvoir poursuivre. Et il y a un certain nombre d'autres stations d'épuration sur le territoire du Nord-Bastère, toujours à Sainte-Rose. Nous reconsidérons également dans la zone du Lamentin et même à Goyave, où c'est plus de 100 000 euros que nous allons mettre en place pour la réparation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'une des priorités à la CNBT.
pour que ces différents problèmes soient réglés, puisqu'on a tendance à voir l'eau, mais le problème de l'assainissement est encore plus crucial sur le territoire et sur le territoire de la Guadeloupe. D'accord, donc ça nous permet de parler maintenant de l'eau. Alors, plusieurs aspects, notamment le ministre de l'Outre-mer qui a dit, et je cite, que l'année 2021 soit l'année des actes et des résultats. Alors, il précise bien, des actes et des résultats pour l'eau en Guadeloupe. Alors, il a mis le pied dans le plat. Est-ce que ça voudrait dire, Guy Losbach, que quelque part, vous n'allez pas suffisamment vite pour lui, puisqu'il a donné des délais. Il a parlé du mois de février, donc mi-février, une prochaine venue, pour vraiment poser des dates pour la dissolution du SIAG notamment. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes inactif quelque part ou ça ne va pas assez vite? Il faut être honnête, la gestion de l'eau en Guadeloupe n'a pas été satisfaisante. C'est une évidence, avec toutes les conséquences au quotidien pour les ménages, mais les conséquences aussi économiques, puisque pour le développement économique, pour le tourisme, quand il n'y a pas d'eau, on sait comment cela peut être pénalisant. Sans aller dans l'histoire, puisqu'il y a des responsabilités multiples, des responsabilités au niveau de l'État, mais surtout des responsabilités au niveau donc, des élus. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une compétence au niveau des EPCI. Ce sont les communautés d'agglomération qui ont cette compétence. Et au cours de l'année 2020, sur 5 EPCI, il y a eu 4 EPCI qui ont changé donc, de gouvernance, qui ont changé de président. Et dès le lendemain de ces élections, ces nouveaux présidents se sont réunis, se sont concertés pour faire accélérer le dossier de l'eau. C'est pour ces raisons que nous, on s'est mis d'accord pour que, dans un premier temps, nous avions invoqué la notion d'SPL et pour que nous puissions aboutir à ce syndicat unique de l'eau. Nous avons aussi revu concernant la gouvernance du SIAG, parce que 3 de ces EPCI sont membres du SIAG. Quand je donne ces éléments, c'est pour bien montrer que très tôt, cela a été une priorité. Ensuite, au-delà donc, de cette volonté de ces 4 EPCI, il y a eu cette communion avec le département, cette communion avec la région, et c'est pour cela que vous avez entendu qu'il y a eu un CTAP où l'ensemble sur les 6 EPCI se sont mis d'accord, ont voté un statut qui a été proposé dans des délibérations. Donc, ce qui voudrait dire, à la date d'aujourd'hui, sur 7 EPCI, il y a 6 qui sont d'accord. Qui représente 80% donc de la représentativité. Je parle de cette représentativité locale. Il y a seulement Cap Excellence aujourd'hui qui n'a pas encore rejoint cette dynamique, cette unité guadeloupéenne. Mais au-delà d'une volonté exprimée, les conseils communautaires, la plénière de la région et le département ont voté ces statuts. Donc aujourd'hui, les 6 entités ont voté les statuts. Ce qui reste à faire, ont voté les statuts pour la création au 1er septembre du SMO. Et aujourd'hui, on met en comparaison initiative parlementaire, en fait, etc. Ce qui est surtout important, c'est que le préfet, le ministre, plutôt que de parler de février, de mars, en fait, etc., respecte la volonté donc, des élus guadeloupéens et puisse convoquer le CDI et pour que ces statuts puissent être validés et mettre en place les CDI. Lorsqu'on parle de désaccord, non, puisque dans un système démocratique, ce n'est pas l'unanimité qui est le principe. Si à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat, il fallait que tous les sénateurs 100% des sénateurs soient d'accord, on n'aurait jamais eu de loi. Donc aujourd'hui, il y a une volonté qui s'est exprimée, pour ne pas me répéter, qui représente 80% de la majorité, puisque le département, la région, la communauté du Sud Basse-Terre, la communauté du Nord Basse-Terre, la communauté de Grande-Terre, la CARL sont tous d'accord. Les statuts ont été votés, c'est le même document sur l'ensemble des délibérations. Éric Jalton, président de Cap Excellence, dit que sa priorité, c'est que cette structure unique soit viable et que toutes les conditions ne sont pas réunies pour cela. Et quelque part, on peut dire que le ministre des Outre-mer lui a donné raison en parlant de structures viables, en disant qu'il faut vraiment mettre les choses bien au point pour que ce dossier de l'eau soit bien traité. Mais au-delà, aujourd'hui, on se rend compte que
deux parlementaires, notamment Justine Bénin, députée, et Dominique Théophile, sénateur, proposent une loi pour justement mettre en œuvre tout cela. Harry Chalus, président de région, se dit contre. Que dites-vous? Mais j'ai eu l'occasion de l'exprimer et je viens de l'exprimer à nouveau quelle était la pensée, au-delà des postures politiques et qui permet en quelque sorte au gouvernement de pouvoir s'appuyer. Tous les éléments qui ont été évoqués concernant la représentativité, ce que disent l'ensemble des collectivités, le même nombre de représentants. Je sais que Cap Excellence voudrait que Cap Excellence soit mieux représenté que les autres communautés. Nous disons non, puisque l'eau n'appartient à personne. L'eau, c'est l'eau des Guadeloupéens, donc il faut que l'ensemble puisse être représenté. Nous l'avons également dit, leur contribution financière, toutes ces garanties sont dans le cadre. Les différentes collectivités se sont engagées à ce qu'on puisse constituer, dès le 1er septembre, un organisme avec un capital donc, de 20 millions d'euros. La région apporte 5 millions, le département, ensuite les différents EPCI. Et concernant la représentativité des usagers, cela aussi est pris en considération dans le cadre de ces différents statuts, conformément aux dispositions légales. Et nous avons jusqu'au 1er septembre tous ces éléments qui sont parfois mis en avant concernant les règlements fournisseurs. Là aussi, tous ces éléments sont traités. Donc, en aucun cas, cela ne peut faire valoir. Et nous venons sur la question du SIAG. Effectivement, le ministre met en avant la liquidation du SIAG. Nous l'avons vu. Et nous avons même eu une réunion le 17 décembre avec la DRFIP, avec le préfet, et qui même ont reconnu qu'aujourd'hui, 47% des facturations sont encaissées. Et c'est eux-mêmes qui peuvent le faire. Donc, qui montre qu'il y a une amélioration de la situation. Et d'ailleurs, le SIAG n'a pas eu à recourir à ses différents partenaires jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc les raisons de trésorerie, les raisons budgétaires qui étaient évoquées ne se tiennent plus et aujourd'hui c'est une démarche politique. Donc il y a une représentation locale qui enfin s'est exprimée pour que nous puissions constituer ce syndicat unique. Ce qui serait bon, c'est que l'ensemble des partenaires, notamment Cap Excellence, puissent venir à la discussion, puissent continuer à aller dans ce sens de cette démarche guadeloupéenne et non pas qu'on soit en marge et que, aussi bien au niveau de l'État que du gouvernement, qu'on pourrait s'appuyer sur cela. Et lorsqu'on concernant la proposition de loi. Pardon ? Concernant cette proposition. Mais il n'y a pas lieu qu'il y ait une proposition de loi dans la mesure que l'expression populaire s'est déjà exprimée. Puisque, comme je vous ai dit, la représentation locale s'est exprimée, on s'est mis d'accord sur un statut. Et ce statut doit pouvoir mettre en place le SMO. Donc, la loi n'apportera rien. Sinon, la loi apportera qu'on puisse créer un régime d'exception au niveau donc, de la Guadeloupe. Puisque aujourd'hui, c'est une compétence sur tout le territoire français. C'est une compétence au niveau donc, des EPCI. Et la loi va dire, on va dessaisir les EPCI au profit d'une structure. Donc, ce serait un précédent, et c'est en ce sens que moi-même j'ai eu l'occasion d'expliquer au ministre, ce serait un mépris par rapport à la représentativité locale, et cela ne peut nous faire penser à que de tristes souvenirs dans notre histoire. Vous avez discuté de cela avec les deux parlementaires, Justine Bénin et Dominique Théophile? Mais il y a eu donc des auditions parlementaires où nous avons eu l'occasion de l'exprimer. Et c'est très important puisque souvent l'administré dit que peut-être qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi nous voulons créer au niveau local ces statuts, pourquoi pas une loi. L'essentiel, c'est que nous puissions aboutir à un syndicat unique. C'est très important puisqu'à partir du moment qu'il y ait une loi qui soit faite uniquement pour la Guadeloupe, c'est-à-dire alors que dans
dans tout le reste donc, du pays, les EPCI, les compétences seront maintenues. Ce qui voudrait dire demain, on pourra faire une loi pour dire que telle action ne puisse pas se faire au niveau de la Guadeloupe. On pourra faire une loi pour dire qu'en Guadeloupe, ne fait pas coq chanter les matins. Il peut faire une loi pour dire que ne fait pas ni klaxon, enfin, les éléments qui sont évoqués aujourd'hui. Mais quel a été l'intérêt des parlementaires de faire cette proposition? Ben, je pense que c'est dans cette démarche, ce contact et cette contribution au niveau gouvernemental, peut-être en pensant que peut-être c'est une manière d'apporter une contribution, alors que cela mettrait à mal le principe, même un principe démocratique, et ce serait aussi un mépris pour la responsabilité guadeloupéenne. Et moi qui suis un défenseur donc, des marges de manœuvre, de la responsabilité dans toutes mes actions, il est important que lorsqu'on est élu, qu'on puisse prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on prend ses responsabilités, quelle que soit l'histoire, les tergifications qu'il y a eu concernant la création de ce syndicat unique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Aujourd'hui, 80% de la représentation EPCI, département, région se sont exprimés. Dans un principe normal, il appartient au préfet de convoquer la CDI et la CDI se prononce et pour la mise en place donc, de ce syndicat. D'autant plus qu'il y a des risques d'inconstitutionnalité concernant cette possible proposition de loi. Mais Guy Losbar, et je sais que vous jouez la carte de la transparence, Dominique Théophile fait partie du GUSR. Oui, mais en tant que parlementaire, comme je vous ai dit, peut-être sa volonté, c'est de pouvoir, d'une certaine manière, apporter sa contribution. Mais vous connaissez aussi quels sont les principes fondamentaux, ce qui constitue le GUSR. En tant que président du parti, il m'appartient de pouvoir défendre ces éléments. Vous n'en avez pas parlé avant avec lui? On a eu l'occasion, et chacun a eu l'occasion d'exprimer quelle était la démarche, en tout cas au-delà même du fait que je sois président de parti, mais c'est le fait aussi que je suis président de la communauté d'agglo du Nord-Bastère où quotidiennement on en charge ce dossier. Nous récupérons. Donc aujourd'hui, oui. Je pense que sur ce dossier, en tout cas, les Guadeloupéens devraient être solidaires, les Guadeloupéens devraient être unis et faire en sorte que nous puissions faire aboutir. Puisque le danger, non, je n'accepte pas que vous puissiez dire que les, je n'accepte pas que vous puissiez dire, non, je n'accepte pas que les élus ne sont je n'accepte pas que vous puissiez dire que les élus ne sont pas d'accord, puisque je vous ai dit sur cette collectivité. Sur cette collectivité, 6 sont d'accord. Vous ne pouvez pas dire, quand vous avez le département qui est d'accord, la région qui est d'accord, les 4 EPCI qui est d'accord, il n'y a qu'une seule collectivité qui n'est pas d'accord. Vous n'allez pas pouvoir dire que les élus ne sont pas d'accord. Donc, je viens de vous dire 80% de la représentation locale est d'accord. Donc, vous pouvez. Non, je ne peux pas vous laisser dire que les élus ne sont pas d'accord. Cap Excellence, le président Jalton n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas parce que le président Jalton n'est pas d'accord qu'à ce moment-là, on puisse dire qu'on refait tout et qu'il faut faire une loi parce qu'une personne n'est pas d'accord et mettre à mal la représentativité locale. En plus, sur le problème du SIAG, j'ai eu l'occasion d'intervenir en disant que celui qui est en marge, lorsqu'on prend le problème du SIAG, on sait très bien qu'on a mis en place un plan de trésorerie sans pour autant qu'on puisse intégrer les 14 millions de dettes au niveau de Cap Excellence. Il faudrait donner l'exemple. Le Sud-Bastère a des difficultés financières, on le sait. Pourtant, ils se sont engagés à donner au moins 100 000 euros. Concernant Cap Excellence, je ne sais pas si vous le savez, mais pour l'année 2020, même pas 1 euro n'a été payé au SIAG. Même pas 1 euro pour l'année 2020. Donc, ces 14 millions, si on est dans une démarche volontaire, si on est dans une démarche de contribution, si on est dans une démarche guadeloupéenne, on se dit, bon, peut-être qu'on ne peut pas donner, on remet en cause le montant, mais on donne 200 000 euros, 300 000 euros, enfin, etc. Nous partons une dernière fois du côté du téléphone. Nous aurons le temps de récupérer un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, je suis étonné. Oui, aujourd'hui, je suis étonné. Aujourd'hui, je suis étonné de voir quelqu'un que j'apprécie énormément, M. Losbar. J'aurais l'occasion de le dire. Mais aujourd'hui, tout le monde crie au loup.
Tout le monde crie au loup. Mais ça fait des années qu'on supporte ce problème de l'eau. Il y a un chamaillage, une bataille entre les élus. Hein? Où le Guadeloupe ne se retrouve pas dans ce combat-là parce qu'ils veulent faire un bloc entre les élus pour occuper les postes au niveau de cette histoire de l'eau qui parle. Moi, je dis, ils ne doivent pas crier au loup. Ils ont donné la possibilité aux élus qui ont été élus par le peuple au suffrage universel, qui veut dire monsieur Théophile et Madame Bénin. Ils ont donné la possibilité à ces gens-là de créer cette ambiance-là aujourd'hui. Ils ne doivent pas le reprocher, ce n'est pas de la politique. Parce que nos élus, ces gens-là sont en train de nous mener en bateau. Moi, j'approuve la réaction de Madame Bénin et de monsieur Théophile. Parce que cette histoire-là, ça va durer. Les élections arrivent, Madame Grasset. Ça va durer. Parce que le camp URL, il se bat pour quelque chose. Le camp LSR se bat pour quelque chose. Et en même temps, le camp GUSR. C'est un combat politique. Ces gens ne veulent pas admettre que le peuple existe. Ils veulent décider sans le peuple. Et ils vous disent demain, c'est le peuple qui nous a mis comme représentants du peuple. Mais ils n'écoutent pas le peuple. C'est eux. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce bordel-là, je n'accuse pas M. Lozard, mais j'accuse l'ancien mafia qui a existé au niveau de l'eau. Personne n'est condamné aujourd'hui. Personne. J'aurais aimé que M. Lozard me dise, aujourd'hui, il n'est pas juriste, il me dit à quel niveau on se trouve aujourd'hui au niveau de la juridiction de cette histoire de l'eau. C'est les contribuables qui vont encore payer pendant 20 ans et des années antérieures l'eau qui a été gaspillée par la mafia. Il faut le dire au Guadeloupéens. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas crier au loup. Les élus ont une part de responsabilité. Parce que le peuple a déjà payé tous ces tuyauteries. Je l'apprécie beaucoup, mais il doit être honnête. Laissez les élus nationaux, qui sont M. Bénin, Mme Bénin et M. Le sénateur, faire leur boulot. Et qu'ils fassent leur boulot entre eux et mettre de l'ordre dans cette histoire de l'eau. Parce que nous souffrons. On est obligé d'acheter des bouteilles d'eau qui sont de métropole. Je dis à M. Lozard, je vous apprécie énormément. Mais mettez les batailles politiques à côté et ne criez pas au loup. N'appelez pas l'État à tous les moments parce que lui, il est un jeune. Mais ceux qui ont été aux responsabilités pendant des années, ont-ils fait, ont-ils contrôlé M. Hernandez, ont-ils contrôlé les métiers nationales qui ont brassé l'argent des Guadeloupéens? Aujourd'hui, ils crient au loup. Non, non, arrêtons, soyons sérieux. Nous sommes à quelques mois des élections. Pensez au peuple. Et régler ce problème de l'eau parce que nous en souffrons économiquement et tous les jours nous en souffrons. Alors, M. Lozard, je vous apprécie aujourd'hui. J'ai marqué, vous êtes de la nouvelle génération. Mettez 4 sous table. Ne reprochez pas aux élus, aux sénateurs, Théophile et Mme Bénin. Pour ce qu'ils font, c'est leur rôle. Ils ont été élus par le suffrage universel. D'accord? Alors, j'ai beaucoup confiance en vous. Vous êtes un homme que j'apprécie, mais aujourd'hui, mettons les 4 sous table. Donnons la place aux citoyens lambda dans ce que vous voulez créer, le SMO. Moitié. Parce qu'il y a une histoire, celui-là veut plus de postes pour pouvoir trancher de nouvelles dans les élections que vous devez apprendre dans ce bureau-là. Monsieur le Président, je vous soutiendrai toujours, mais je suis quelqu'un de direct. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et j'aurai l'occasion de vous faire savoir qui je suis. Merci. Merci, monsieur. Pour la Guadeloupe. Tout ce que j'espère, c'est que monsieur va pouvoir écouter mes explications. Je ne crie pas au loup. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas un problème de camp. D'ailleurs, Mme Boissé a eu l'occasion de me dire que M. Théophile, il est membre du comité directeur de Guadeloupe Unie. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème de camp. Tout le monde sait que Harry Chalus et Boel Incertain ne sont pas du même bord politique. Et pourtant, sur ce dossier, le département et la région, on s'est mis d'accord. Lorsque vous parlez de représentation démocratique du peuple, effectivement, je ne vais pas remettre en cause que aussi bien M. Jalton, Mme Bénin ou M. Théophile, ce sont des représentants, soit nationaux ou locaux. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans cette organisation française, les compétences pour la gestion de l'eau a été attribuée au niveau donc, des EPCI. Et aussi bien ces représentants des EPCI que les représentants de la région que du département, ce sont aussi donc des représentants du peuple. Et j'insiste sur ce point-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux aspects. Nous avons une proposition donc, de loi
au niveau de l'Assemblée et une proposition de loi au niveau donc, du Sénat. Donc déjà 2 propositions de loi différentes. Donc première chose. Ensuite, il y a une intervention au niveau donc, des élus, l'ensemble des élus qui ont en charge cette compétence. Comme j'ai eu l'occasion de dire, une fois qu'il y a eu ce renouvellement politique, l'ensemble des élus se sont réunis, se sont concertés pour dire, comme vous, monsieur, qu'il faut mettre fin à cette histoire de l'eau. Il faut mettre fin à cette histoire de gestion de l'eau. Souvent, quand on créait le comité, quand on voulait faire des SMO, celui-là disait « je veux 5 membres », celui-là disait « je veux 4 membres, 3 membres ». On s'est dit « l'eau appartient à la Guadeloupe, n'appartient à aucune région ». Et c'est pour ces raisons que les 4 PCI, le département, la région constituaient ce statut avec la même représentativité, avec une possibilité qu'il puisse y avoir une représentativité également au niveau donc, du personnel et en traitant tous les problèmes techniques. Or, aujourd'hui, que cette volonté s'est exprimée. Donc, et je dis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'il y a eu 2 parlementaires ou alors parce qu'il y a eu un EPCI qui n'est pas d'accord, qu'on puisse dire qu'il n'y a pas un regroupement. Bien au contraire, c'est la première fois que nous arrivons à cette situation. Que sur 7 collectivités, 6 sont d'accord. Et quand je dis 80%, quand vous prenez les différents EPCI, quand vous prenez les régions, quand vous prenez le département, cela représente 80% de la représentation locale qui s'est enfin mis d'accord sur des statuts qu'ils ont votés et qui souhaitent en quelque sorte. Mais au-delà de cet aspect, monsieur disait, c'est un principe qu'il faut en tenir compte au-delà même de ce statut, lorsque pour un élément qui concerne complètement la Guadeloupe, il va falloir que ce soit le député de la Normandie, c'est le député de la Picardie, c'est le député de la Bretagne, c'est le député de Marseille, c'est le député d'Île-de-France qui va pouvoir dire comment gérer l'eau. On aurait pu comprendre, je comprends ce que dit monsieur, ça aurait pu avoir un sens s'il y avait une carence aujourd'hui au niveau donc, de la Guadeloupe. Mais ce n'est pas le cas, puisque, pour ne pas me répéter, les statuts ont été votés en plénière aux régions, au niveau du département et dans les collectivités intercommunales. Donc, en fait, il n'y a pas de carence aujourd'hui de la représentativité qui expliquerait qu'il faut que nous puissions faire une démarche. Et je mets au défi, lorsque une loi est présentée, comment vous allez empêcher qu'il puisse y avoir un amendement de députés de Picardie ou de députés de la Normandie ou de la Bretagne pour dire, voilà, je souhaite que, comment on va gérer l'eau au niveau donc, de la Guadeloupe. C'est ainsi. Tant qu'il y avait cette éducation, tant qu'il y avait ces 2 unions, on aurait pu dire, on aurait pu comprendre qu'il y a nécessité, comme ils ne sont pas prêts à le faire, on aurait pu dire qu'à ce moment-là, il faut une loi. Que la balle est dans votre camp, vous élus, c'est ce que le ministre des Outre-mer dit, et qu'il aura à discuter avec vous pour voir comment ce dossier devra avancer. Non, c'est la seule chose que je voudrais évoquer. Le ministre dit qu'il faut que pour pouvoir mettre en place le SMO, il faut qu'il y ait l'unanimité. Aujourd'hui, il y a 80% qui est d'accord, peut-être qu'il y a 20% qui n'est pas d'accord, mais c'est un principe qu'on voit nulle part au niveau... à quel moment on a imposé que sur un territoire, qu'il faut que tous les élus soient d'accord pour pouvoir mettre en place une loi? À quel moment au niveau de l'Assemblée, on dit que pour que cette loi soit valable, il faut que 100% des élus soient d'accord avec cette loi? Et il ne faudrait pas que les Guadeloupéens puissent croire que parce qu'il y ait 10%, 20%, parce qu'il n'y ait qu'une seule collectivité. En fait, c'est qu'une seule collectivité, Cap Excellence, qui ne soit pas d'accord, à ce moment-là qu'on puisse dire que les élus guadeloupéens ne s'entendent pas, etc. Sur ce point-là, pour ne pas me répéter, sur 7 collectivités, dont les collectivités majeures, il y a 6 qui sont aujourd'hui d'accord. Merci Guy Losbar, nous aurons l'occasion d'y revenir puisque c'est un dossier très épineux. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec d'autres invités politiques. Excellente soirée à tous.